Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Pouvoir et opposition en ordre de bataille au Bénin pour l'élection présidentielle prévue le 11 avril. Les partisans de Nathaniel Coty, président d'honneur du Parti pour l'engagement et la relève, l'exhortent à se présenter. L'Angola face à la récession, conjoncture qui pèse sur ce pays depuis plus de 5 ans. Et pour 2021 encore, tous les indicateurs sont dans le rouge pour le deuxième producteur de pétrole du continent africain. Puis à suivre également dans ce journal le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, la CAN U20 2021, gros plan sur la composition des différents groupes. Mais avant de développer ces titres, l'actualité en Côte d'Ivoire marquée par les législatives prévues le 6 mars, le PDCI présente près de 140 candidats. Le parti d'Henri Konan-Bédié laisse une centaine de sièges à son allié de la plateforme favorable à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, la plateforme EDS. 255 sièges sont en jeu pour ces élections qui marque le retour dans la bataille électorale du FPI pro-Gbagbo après 10 ans de boycott de toutes les élections. Présidentielle 2021 au Bénin, pouvoir et opposition, chaque formation tente de se positionner et à quelques mois du scrutin du 11 avril, des mouvements politiques et une partie aussi de la société civile appelle à la candidature de Nathaniel Coty, président d'honneur du Parti pour l'engagement et la relève. Reportage de notre correspondant Lefti Oulouf. La candidature du Dr Nathaniel Coty est réclamée par une frange de la population. Après les départements de la Donga et du Zou, les militants et sympathisants du Parti pour l'engagement et la relève PER se sont mobilisés pour appeler à la candidature du Dr Nathaniel Coty dimanche 24 janvier 2021, non loin de sa résidence privée dans la commune d'Abomey-Calavi. Véritable acteur de développement, le président d'honneur du PER dispose effectivement de toutes les qualités pour opérer les changements qualitatifs à la tête du Bénin à l'horizon 2021. Attendant sa déclaration officielle de candidature pour la présidentielle du 11 avril 2021, les militants et sympathisants du PER venus des localités du département de l'Atlantique ont décidé de transmettre en main propre leur manifeste au Dr Nathaniel Coty. Impressionné par la foule du haut du balcon de sa résidence, située à proximité du lieu du meeting politique, le président d'honneur du Parti pour l'engagement et la relève PER, Nathaniel Coty, est descendu afin d'accuser réception de la requête. Je crois bien que dans un futur très proche, très rapidement, je vais répondre à votre appel, ne vous en faites pas. Je voudrais demander à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui aiment le Bénin, de rester mobilisés autour du PER pour que nous puissions faire de ce pays notre pays de rêve. Un pays où les hommes et les femmes peuvent arriver à parler d'une même voix pour le bonheur de nous tous. Rappelons que la conférence épiscopale du Bénin, au thème de sa deuxième session ordinaire, plénière du 19 au 22 janvier 2021, au titre de l'année pastorale 2020-2021, a recommandé un dialogue franc entre partis politiques et institutions impliquées dans l'organisation du scrutin en vue d'une élection présidentielle pacifique, réellement inclusive, démocratique et transparente. En Tunisie, 1 millier de manifestants étaient rassemblés ce mardi à Tunis, près du Parlement, pour dénoncer la stratégie de répression policière adoptée par les forces de l'ordre face aux protestations nocturnes de ces derniers jours. C'est dans ce contexte de grogne sociale que le Parlement a ouvert ce mardi une séance dédiée au vote de confiance à la nouvelle équipe gouvernementale proposée par le Premier ministre Hichem Mechichi. Chaque ministre proposé doit recueillir au moins 109 voix. 165 députés sur 217 étaient présents à cette séance plénière de l'Assemblée, assemblée autour de laquelle le dispositif policier a été renforcé. Depuis la mi-janvier, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays pour exiger une meilleure politique sociale, mais aussi la libération de plusieurs centaines de protestataires interpellés par les autorités.
L'Angola, toujours dans la récession. 2020 a marqué la 5e année consécutive de récession, une crise économique accentuée par la crise sanitaire, ce qui provoque un mécontentement social quasi inédit. À son arrivée au pouvoir, le président João Lourenço avait pourtant annoncé plusieurs réformes. Aïssatou Bari. Tous les indicateurs sont dans le rouge. En 2020, l'Angola, deuxième producteur de pétrole du continent derrière le Nigeria, a enregistré sa 5e année consécutive de récession, moins 4%. À la crise provoquée par la chute du pétrole, depuis la mi-2014, s'est ajoutée la pandémie de Covid-19. À 2 ans de l'échéance électorale, le président angolais João Lourenço, élu en 2017 sur la promesse d'être l'homme du changement, peine à convaincre. Le président Lourenço a juste le malheur d'arriver au mauvais moment. Les produits pétroliers baissaient, il est arrivé dans une situation de rupture. Il a investi son temps et son énergie pour remettre le pays dans l'ordre. Et donc la récession à laquelle fait face aujourd'hui le président Lourenço n'est pas due à son management qui est plutôt excellent et rigoureux. C'est plutôt lié à la conjoncture internationale. L'inflation s'est envolée à 21% en 2020. La monnaie nationale, le Kwanza, dévisse. Le chômage bondit officiellement à 34% et l'endettement public s'est creusé à 128% du produit intérieur brut à la fin de l'année 2020. J'espère beaucoup qu'il aura la force et la lucidité de pouvoir expliquer les réalités aux Angolais et leur faire prendre un contrat. Un homme d'État, il sert la République, il sert la patrie et il le fait avec beaucoup de détermination. Ce que le président Lourenço est en train de faire dans ce pays est exemplaire. J'espère beaucoup que les Angolais auront la maturité et la capacité de pouvoir comprendre cela au-delà des promesses. Le gouvernement prévoit une croissance nulle pour cette année et lutte pour maintenir le niveau de la production pétrolière. De l'avis de certains analystes, la première des tâches du président Lourenço pour cette année sera de regagner la confiance des Angolais, désenchantés après l'espoir suscité par son élection. Les systèmes de santé des pays africains figurent parmi les plus fragiles du monde. Le manque d'infrastructures de santé, mais aussi les prestations coûteuses, le manque de médicaments sont le quotidien des Africains qui tentent tant bien que mal de se faire soigner. Pour changer la donne, la Banque africaine de développement plaide en faveur d'un renforcement des investissements dans le secteur. Philomentine. Le système de santé des pays africains apparaît comme l'un des plus fragiles du monde, à en croire les analystes. Selon le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, si le continent arrive à dynamiser son secteur de la santé, il reste un terrain propice à l'investissement. Se prononçant sur l'impact des vaccins sur les perspectives économiques de l'Afrique, il indique que le continent noir ne compte que 365 sociétés pharmaceutiques contre 7 000 en Chine et 11 000 en Inde, 2 pays avec des populations de taille comparable à celle du continent. Pour améliorer nos systèmes de santé en Afrique, il nous faut impérativement réaliser le projet de mise en place de la protection sociale dans chaque pays. Pour réussir un tel projet, nos États doivent comprendre que selon leur constitution, ils ont le devoir de protéger leur peuple, au moins sur le plan social. Lorsque ce devoir est accepté, l'État doit s'engager. Le manque d'infrastructures de santé est un problème de taille pour l'Afrique. Mais actuellement, la crise sanitaire du coronavirus impose au continent la nécessité d'améliorer son système sanitaire dans son ensemble. La santé est une partie intégrante de la protection sociale. Dès lors que les États prendront conscience qu'ils sont les premiers assureurs pour leur peuple, la protection sociale sera réglée et les problèmes sanitaires seront gérés. Par ailleurs, l'économie de l'Afrique devrait croître de 3,4% en 2021 après avoir reculé de 2,1% en 2020, alors que l'économie mondiale se remet de l'impact de la pandémie de Covid-19, indique le président de la BAD. Dans l'actualité également, l'État tanzanien qui décide de gracier plusieurs centaines de migrants éthiopiens condamnés dans leur pays d'origine. Ceux-ci tentaient de se rendre en Afrique du Sud. La Tanzanie est une étape de transit majeure pour les migrants. La décision de les gracier a été annoncée ce lundi. Le président tanzanien John Magufuli a déclaré qu'un total de 1789 Éthiopiens seraient graciés afin de renforcer les relations bilatérales. Aujourd'hui, plus de 260 millions d'enfants à travers le monde ne peuvent pas aller à l'école. Toute une génération sacrifiée en Afrique. Ils sont plus de 33 millions à ne pas avoir accès à l'école élémentaire. Illustration
au Burkina Faso dans ce sujet, signé Gladys Mamba. Le système éducatif burkinabé est mis à rude épreuve. 56% des enfants de 3 à 17 ans sont déscolarisés dans 6 régions du centre-nord du pays, soit plus de 2,6 millions d'enfants et d'adolescents, selon Éducation sans délai, ECW, le premier fonds mondial dédié à l'éducation en situation d'urgence hébergé par l'UNICEF. Nous avons énormément de défis à relever dans le système éducatif. Vous voyez aujourd'hui, malheureusement, en lien avec la crise sécuritaire, les indicateurs du système éducatif en matière d'accès ont baissé. Et ça, c'est la conséquence des établissements qui sont fermés liés à la crise sécuritaire. Et quand on accueille donc un partenaire de ce niveau qui est engagé à nous accompagner et à faire le plaidoyer au niveau mondial pour qu'on puisse être davantage appuyé et que la générosité mondiale puisse s'appliquer à notre pays, c'est une très bonne chose. Un nouveau programme pluriannuel de résilience lancé par le Fonds mondial Éducation sans délai devrait permettre d'assurer l'accès à une éducation de qualité à plus de 800 000 enfants et jeunes touchés par la crise au Burkina Faso. 11 millions de dollars devraient être déployés pour toucher 140 000 enfants de 3 régions, mais une mobilisation de fonds plus importante serait nécessaire pour aider l'ensemble des 6 régions marquées par la crise. Si nous pouvons obtenir de nos partenaires donateurs stratégiques au Burkina Faso, avec qui nous nous sommes rencontrés aujourd'hui et dans le reste du monde, 48 millions de dollars supplémentaires, nous pourrons atteindre près d'1 million d'enfants. Violence, attaques terroristes, insécurité alimentaire, catastrophes naturelles et pandémie de Covid-19, les enfants sont les premières victimes des déplacements forcés. En décembre 2020, le Burkina Faso comptait plus d'1 million de déplacés internes, soit une augmentation de 92% par rapport à décembre 2019, dont 60% d'enfants, selon l'UNICEF. Les choses se précisent concernant la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui doit démarrer le 14 février en Mauritanie. Mais avant le lancement de la compétition, la CAF a procédé ce lundi au tirage au sort de cette nouvelle édition unique, car pour la première fois, il y aura 12 équipes participantes. Sur le tirage au sort, voyez les détails de Corinne Kamsefeb. La Mauritanie, pays hôte de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, qui se déroulera du 14 février au 4 mars 2021, affrontera en match d'ouverture le Cameroun. Ces 2 pays sont logés dans la poule A avec l'Ouganda et le Mozambique, selon le tirage au sort organisé ce 25 janvier à Yaoundé au Cameroun par la Confédération africaine de football. Les jeunes, c'est notre espoir. On a commencé, il y a les U15 au niveau de football féminin dans les écoles qui ont fait dans chaque pays. On a maintenant beaucoup de compétitions dans les zones pour avoir plus de compétitions. Quand tu es joueur, tu veux jouer, tu veux te montrer. Dans le groupe B, le Burkina Faso, qui prend part à cette CAN pour la 4e fois, affrontera la Tunisie, finaliste en 1985. Mais aussi la Centrafrique et la Namibie qui participent pour la première fois à ce tournoi. Une très bonne initiative entreprise par la CAF de promouvoir le football jeune, parce que le football jeune c'est l'antichambre du football senior, donc c'est quand même important de développer le football à la base. C'est vraiment une très bonne opportunité de permettre aux jeunes de moins de 17 ans, moins de 20 ans, de pouvoir, n'est-ce pas, s'aguerrir pour pouvoir après prétendre jouer, n'est-ce pas, en senior. La Mauritanie va ainsi inaugurer cette nouvelle formule de la CAN des moins de 20 ans avec 12 équipes contre 8 auparavant. Du côté de l'organisation, les autorités mauritaniennes rassurent malgré un contexte sanitaire difficile. Nous sommes tout d'abord très ravis et honorés d'organiser cette compétition qui est une première pour notre pays et nous mettons tous les moyens à notre disposition pour réserver aux équipes et aux délégations le meilleur accueil possible et que cette compétition se déroule dans les meilleures circonstances possibles sans tenir compte bien évidemment de la circonstance sanitaire actuelle, le Covid, mais tout est mis en place pour vraiment réserver le meilleur accueil possible. Cette sélection y prennent part pour la première fois aux côtés des nations expérimentées comme le Ghana, 12 fois en phase finale. Le pays des Black Stars appartient au groupe C avec la Tanzanie, la Gambie et le Maroc. Le Mali, champion en titre, ne sera pas de la partie.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.